Donc, ben, je remercie beaucoup la Société inclusive là, de m'avoir invité à présenter ce projet-là que j'ai fait en fait sous la direction de Aparna Nadir qui est présente dans la salle. À ce moment-là, moi, j'étais encore étudiante au doctorat, donc c'est à titre de stagiaire que j'y ai contribué. C'est un projet en fait qu'on a fait en collaboration avec l'organisation Action Main-d'œuvre. Action Main-d'œuvre, c'est un organisme qui offre des services de soutien à l'emploi pour les personnes qui sont autistes ou qui ont une déficience intellectuelle. Puis j'ai vu dans la salle qu'il y avait autant des anciens employés que des employés présents d'Action Main-d'œuvre. Mais c'est un projet qui avait été fait aussi en collaboration avec d'autres organisations, donc le CRISPECH, le CIUS Centre-Sud et la Fédération québécoise de l'autisme, puis une équipe de recherche, là, puis je prends la peine de nommer Tara Flanagan aussi, professeure à McGill. Ce projet-là visait d'abord à synthétiser les résultats de la recherche sur l'emploi puis l'autisme pour permettre une diffusion plus large, puis faciliter à euh, dans une large communauté, puis aussi à co-créer un projet de recherche sur les services avec Action Main-d'œuvre pour voir le point de vue des employeurs puis des employés autistes ou ayant une déficience intellectuelle sur leurs services. Donc, sur le plan de la synthèse de littérature, en fait, notre équipe a fait un résumé d'environ 200 études qui traitaient de l'emploi puis des personnes autistes, puis on a décidé de viser les audiences des employeurs potentiels, des éducateurs, donc toute personne dans le milieu scolaire, des décideurs, les personnes donc qui peuvent créer, modifier les politiques publiques, puis les gens qui œuvrent comme conseillers en emploi, conseillers en intégration. On a élaboré des infographies comme façon rapide puis accessible de transmettre de l'information, puis organisé une grande rencontre de discussion où il y avait des partenaires, donc des gens de différentes organisations, des adultes autistes aussi participaient à ces rencontres-là. Puis on a échangé pour voir est-ce que nos infographies communiquaient le message qu'on souhaitait, est-ce qu'il y avait des changements à faire, ce qui nous a amené à modifier le langage là, pour avoir un peu plus de réalisme, par exemple, dans certaines affirmations, clarifier beaucoup les icônes, puis apporter des nuances nécessaires. Ces infographies-là sont encore accessibles sur le site web là, que je pourrais contribuer, que je pourrais donner là, après ça aux gens qui m'écrivent. La deuxième partie du projet portait sur les services d'action main-d'œuvre, puis ça a amené à une première publication sur la valeur des services de soutien à l'emploi, en regardant à la fois le point de vue des employés, des employeurs, puis des conseillers, conseillères là, qui œuvrent dans l'organisation. Donc, on a fait une étude de cas multiples où on regardait le point de vue de 9 triades. Donc, une triade, c'était un employé, un conseiller, puis un employeur. Quand on regarde les employés, qui étaient les employés, ben, il y avait soit un diagnostic d'autisme, soit de déficience intellectuelle, soit ils étaient autistes et avaient une déficience intellectuelle. Leur âge moyen était de 37 ans, presque tous des hommes, puis leur niveau d'éducation était soit des études secondaires ou un diplôme d'études secondaires ou des études postsecondaires avec une personne ayant un diplôme universitaire. On a interviewé les gens à la fois au tout début de leur emploi, donc dans les 4 premières semaines, puis le deuxième temps, c'était 3 à 4 mois après leur entrée en emploi pour voir encore qu'est-ce qui valorisait. Donc, il y a beaucoup de choses ici. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé c'était quoi l'importance des services reçus de soutien en emploi. On les a découpés en 2 parties. Donc, les services qui aidaient à trouver la recherche d'emploi, en fait. Puis une deuxième partie qui était les services qui aident à se maintenir en emploi. Puis dans les services, ben, on les a découpés en toutes sortes d'activités qui peuvent aider les gens. Donc, ce qu'on a vu quand on demandait aux employés autistes ou ayant une déficience intellectuelle, puis aux conseillers de dire qu'est-ce qu'ils trouvaient important comme service, donc de coter l'importance des services sur une échelle de 1 à 5, où 5 c'est le plus important, ben, en fait, toutes les activités étaient jugées importantes.
Par contre, on a vu qu'il y avait certaines divergences de point de vue pour certaines activités. Par exemple, les clients d'Action Main-d'œuvre mettaient beaucoup d'emphase, trouvaient le plus important, c'est d'être mis en relation avec un employeur potentiel qui aurait déjà embauché une personne en situation de handicap. Ils voyaient aussi important l'idée de faire évaluer leur admissibilité pour une subvention salariale pour leur employeur, alors que pour le conseiller d'Action Main-d'œuvre, ces items-là étaient jugés moins importants. D'un autre côté, par exemple, les conseillers d'Action Main-d'œuvre, ben oui, pour eux, le plus important, c'était de déterminer d'abord les compétences de leurs clients, mais aussi de former les clients à leurs compétences, aux compétences en emploi, donc les habiletés générales en emploi, alors que de leur côté, ben, les employés, eux, voyaient moins d'importance par rapport à ce service. Quand on regarde les services en lien avec le maintien en emploi, encore là, tous les services étaient jugés importants, donc recevaient une cote d'importance assez élevée, que ce soit des employés, des employeurs ou des conseillers. Par contre, encore une fois, ben, pour certains items, il y avait quand même il y avait quand même un certain consensus en le fait que, par exemple, offrir de la formation sur les lieux de travail pour les lacunes observées lorsqu'il y a une visite impromptue, c'était quelque chose qui était jugé important par les trois membres de la triade. Par contre, par exemple, aider à augmenter la vitesse et l'efficacité de l'employé, c'était quelque chose qui était jugé très important par le conseiller, qui mettait, donc c'était un premier rang en termes d'importance, alors que ce l'était beaucoup moins, jugé beaucoup moins important par l'employé autiste ou ayant une déficience intellectuelle. De la même façon, le conseiller voyait une importance importante à d'importance importante. Donc, trouvait important de soutenir les collègues de l'employé à lui offrir des instructions, de la rétroaction appropriée ou même d'être capable d'interagir de façon amicale avec lui, alors que la personne autiste voyait moins d'importance à ça. Il y avait aussi la notion d'aider à augmenter la vitesse et l'efficacité de l'employé qui était jugé très important par le conseiller, mais moins par l'employé. Puis informer l'employeur sur des problèmes à l'extérieur du travail qui seraient susceptibles d'affecter la performance de travail de l'employé. Le conseiller considérait que c'était un élément plus important alors que c'était classé comme moindre importance par un employé, l'employé autiste ou ayant une déficience intellectuelle. L'autre élément qu'on a regardé dans cette étude-là, c'était de regarder la satisfaction au travail, puis voir est-ce qu'il y a une différence entre la première évaluation de la satisfaction par rapport à l'emploi au T1 versus au deuxième temps, donc qui se passait 3 à 4 mois ensuite. Puis en fait, on a vu qu'il y avait une baisse de satisfaction pour 8 des 9 employés, donc autant d'eux, leur satisfaction était plus faible. Il y a même une personne qui a quitté. On voit que c'est un effet lune de miel, puis cet effet-là, en fait, ressemble à ce qu'on peut voir chez n'importe quel employé. Donc, c'est assez usuel quand on fait des études sur la satisfaction au travail des employés qu'il y ait une baisse de satisfaction avec le temps. Un élément qu'on pouvait voir, les éléments qu'on pouvait voir qui étaient en lien avec ces changements-là de satisfaction, c'était d'abord, est-ce qu'il y avait une communication claire des attentes initiales, puis à travers le temps? En fait, les attentes de l'employeur au début pouvaient évoluer, puis ce qui faisait en sorte qu'il était satisfait puis que l'employé fonctionnait bien, ben, peut-être fonctionne moins bien à travers le temps parce que les attentes ont changé. Il y avait aussi la notion de proactivité, hein. On a vu qu'il y avait des insatisfactions qui s'étaient mises en place à travers le temps de la part de l'employé, mais ni l'employé ni l'employeur s'était tourné vers Action Main-d'œuvre pour demander de l'aide, puis il n'y avait pas toujours eu non plus d'offres de soutien proactivement offertes à l'employé puis à l'employeur. Ce qui est important quand il y a des changements organisationnels, notamment. Donc, ça démontre qu'il peut y avoir une importance d'offrir du service au-delà des 3 premiers mois parce que la satisfaction peut baisser à ce moment-là. Donc, ce projet-là, en fait, ça nous a amené dans une collaboration entre un organisme puis des chercheurs à cibler des questions de recherche qui répondent à des besoins pratiques pour l'organisation, mais qui répondaient aussi à un besoin de connaissance dans la littérature. Puis, ça nous a aussi amené à démontrer qu'il y a certaines activités spécifiques sur lesquelles il n'y a pas nécessairement une vision
partagée entre les gens qui travaillent ensemble pour le maintien en emploi des personnes autistes. Donc, une discussion sur les raisons des différentes activités, ça peut être porteur. Mais aussi, ça nous amène à voir qu'il faut s'assurer de bien financer puis de développer les services de maintien en emploi et ce, après 3 mois en emploi des personnes. Puis là, vu que je vois qu'il me reste une petite seconde, je voulais parler d'un nouveau projet en cours encore avec Aparna Nadig, qui a collaboré avec moi, qui collabore avec moi, sur les services d'insertion en emploi. Donc, ça s'adresse à n'importe qui éloigné du marché du travail, mais il accueille aussi des personnes autistes ou qui ont une déficience intellectuelle parce qu'ils viennent de faire une révision de leur programme pour avoir une approche inclusive. Puis, ils ont tenté de développer des relations avec des employeurs d'organisations publiques pour diminuer les obstacles dans le processus de dotation. Donc, on est en train d'étudier ça. Puis, une des préoccupations de l'organisation, c'est un nombre croissant de jeunes qui arrivent, souvent de milieux sociaux défavorisés, qui semblent neurodivergents quand ils sont accueillis, mais qui n'ont jamais obtenu de diagnostic et donc n'ont pas accès aux programmes ou aux services ou facilement aux différents programmes. Donc, ça, c'est une grosse préoccupation là, qu'ils m'ont transmise comme organisation. Donc, je termine ici, puis je passe la parole à Martin Cahouette, qui est professeur titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis titulaire de la chaire Autodétermination et handicap, qui va nous parler, qui va proposer un regard sociologique sur l'inclusion.